Donc l'étude que je vous présente là a été réalisée au début de l'année 2020 pour Commerce Équitable France. Il s'agissait de faire une synthèse, un état des lieux des connaissances sur le commerce équitable, sur tout un tas d'études. L'idée étant de regarder des revues d'études d'impact et de faire une synthèse de toutes ces revues. Sachant que des études d'impact, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des revues, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même énormément. Et puis sur une période assez longue d'une dizaine d'années, 2010-2020, en tout cas, ce qui ont été publiés entre 2010 et 2020. L'idée étant de faire suite ou de faire écho à une première synthèse qui avait été publiée en 2010 et qui avait repris à peu près ce qui existait à cette époque-là en termes d'études sur le commerce équitable. Je vais pas, ce que je vous montre là est une synthèse, on va dire très écourtée par rapport au rapport que j'avais fait, la présentation que j'avais faite. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail d'une deuxième partie qui est de l'étude qui était d'identifier des besoins de recherche. Je vais juste vous parler de ce qu'on a pu bien identifier, bien cerner en termes d'impact ou de manque d'impact. Hop. Pardon. La méthodologie, environ 60 études qui ont été consultées, 33 qui ont été retenues comme étant pertinentes sur le sujet, en tout cas donnant des éléments autour de l'impact du commerce équitable. 11 qui étaient des vraies revues d'études de cas. Au total, ça recouvrait des centaines d'études différentes. Donc certaines de ces revues en avaient 3, 4, 5 et faisaient une synthèse de ça, d'autres en avaient plusieurs centaines sur des sujets, sur des thématiques précises. Et puis à ça, j'ai rajouté 22 études qui apportaient des éclairages additionnels ou de la compréhension. Et ensuite, donc voilà, les résultats et les conclusions ont été documentés par type d'effet. Je vous donnerai la liste dans un instant sur les types d'effets qui ont été documentés, sachant que voilà, il y a des choses qui se restent encore des angles morts un petit peu. Il y a de grandes limites à ce genre d'exercice. C'est une synthèse de contexte et de situation et de filières complètement différentes. Voilà, enfin, vous pouvez imaginer que si on parle de café au Mexique avec 20 ans d'ancienneté ou 30, et puis de sucre au Mozambique avec quelques années d'ancienneté, voilà, on n'a pas du tout des choses comparables. Ensuite, le fait qu'on parle de commerce équitable, mais dans ce cas-là, la grande majorité des études, plus de 95%, concernent le système Axablar et Fairtrade International. La filière café a été étudiée plus que tout le reste. Ça commence à changer, il commence à y avoir plus de choses sur le cacao en particulier, mais ça reste très mono-thématique, mono-filière. C'est une synthèse qui n'est pas exhaustive, c'était pas un travail académique ce que j'ai fait, c'était un travail court, hein. Ça a eu lieu, ça s'est fait au mois d'avril l'année dernière, donc voilà, j'avais un temps imparti, donc avec des limites sur la façon dont on aurait pu le faire, avec plus de temps et plus de moyens. Et puis la période couverte, donc on parle de recherche, tous les travaux, enfin l'essentiel des travaux de la revue étaient des travaux académiques. Donc même si c'était récent, même si c'était des choses publiées en 2019 ou même tout début 2020, c'était quand même par rapport à des données collectées qui avaient plusieurs années. Donc ça couvre environ la période 2010-2016 et donc ça ne tient pas du tout compte de changements récents. Frédéric parlait du changement du prix minimum du cacao, par exemple, ça c'était beaucoup trop récent pour avoir été capturé dans cette étude. Donc ça pose aussi des limites par rapport à qu'est-ce qu'on peut en conclure en termes de recommandations, parce que finalement les choses changent, mais on met 5 ans à peu près à évaluer quelles ont été les conséquences, et puis en même temps, entre-temps, il y a déjà eu d'autres changements qui ont eu lieu. Donc voilà, des limites quand même importantes à l'exercice. Malgré tout, une synthèse qui parle de beaucoup de choses. Je vous montre les catégories de résultats
qui ont été documentées, en tout cas, il y a des choses sur les prix, il y a des choses sur les rendements, la qualité et la productivité. J'ai fait un package là parce qu'il y avait des choses assez différentes, mais qui sont connectées aux revenus derrière. Tout ce qui est question d'investissement dans l'outil de production, évidemment les revenus, avec 2 cas différents, les revenus des producteurs familiaux et puis les revenus des travailleurs sur les plantations. La question du travail décent, qui est aussi une grosse thématique que je ne couvrirai pas aujourd'hui. Du développement communautaire aussi, que je couvrirai pas, dont je parlerai pas non plus. Le renforcement des organisations, quelque chose qui a été assez bien documenté. L'environnement, j'en dirai quelques mots, mais qui justement n'a pas été documenté. La question du genre ou de l'égalité homme-femme, de l'équité et puis de l'inclusion dans ces filières, et puis changement des pratiques commerciales. J'avais pas grand-chose à dire, mais la présentation, les 2 présentations de Frédéric et de Christophe l'ont suffisamment couvert. Donc je sais plus exactement, je crois que j'ai sélectionné 6 de ces thèmes-là dont je vais vous parler aujourd'hui. La question des prix. Ce qu'on constate au travers de ces études, c'est que les prix sont en général plus élevés en commerce équitable, mais il y a des gros bémols, particulièrement quand les coûts internationaux sont bas. Et puis souvent, ils sont plus élevés, mais souvent de peu. Ça a été bien constaté, bien documenté sur le cas du cacao en Côte d'Ivoire, où il y a un différentiel qui existe, mais qui est très faible. La condition pour que les prix soient plus importants, et là je mets aussi un bémol quand on parle des prix, parce que c'est des études qui mélangent les prix internationaux, les prix payés au niveau export, les prix payés aux producteurs, les prix payés aux coopératives. Donc voilà, c'est un peu un panier avec des choses un petit peu difficiles à comparer entre elles. En tout cas, il y a une condition, c'est d'avoir des organisations de producteurs fonctionnelles. Dans les cas où les organisations de producteurs, coopératives ou autres, sont pas au niveau optimum de compétences, ça se traduit beaucoup moins par des prix plus élevés. La principale conséquence de ces prix légèrement plus élevés, c'est un effet de filet de sécurité. Filet de sécurité sur 2 aspects. Sur un aspect économique, qui est celui qui a été essentiellement documenté, mais il y a aussi un aspect qui n'a pas été vraiment documenté, mais sur lequel on a quelques indications qui viennent de différents endroits. C'est un aspect psychologique, c'est-à-dire de savoir, d'avoir à l'idée que même si on n'est pas certain, on sait que ça descendra pas trop bas. Et ça joue, même si ça n'a pas été complètement étudié suffisamment, mais je reviendrai dessus par la suite. Il y a une grande variabilité des résultats, variabilité dans les 2 sens, selon les pays, selon la capacité justement des organisations de producteurs à ajouter de la valeur, en particulier de la qualité, mais aussi transformer, d'ajouter de la valeur et ensuite la transmettre aux producteurs. Et puis selon le pouvoir de négociation des acheteurs, évidemment. Des limitations importantes, et c'était une indication qui a été posée dans le chat, les volumes de vente en commerce équitable, et puis donc voilà, c'est une coopérative qui vend 5-10-20% de sa production et une qui vend 100%, c'est pas tellement comparable, c'est vraiment des choses des situations assez différentes. Et ensuite une érosion, et ça a été peu étudié, mais c'est un sujet intéressant, une érosion de la valeur du prix minimum quand il est fixé en dollars US, qui a eu lieu dans beaucoup de pays dans les 10 dernières années. Théoriquement, selon les théories économiques, le taux de change devrait ajuster et se retransmettre aux mêmes valeurs, mais il a été constaté que ce n'était pas le cas dans beaucoup de pays, et que donc cette valeur en dollars états-uniens est diminuée en fonction du pouvoir d'achat local. Et puis ce qui a été constaté parfois, c'est qu'une influence du prix du commerce équitable sur le marché local, c'est-à-dire influence à la hausse pour les autres acteurs sur ce marché-là. Voilà ce qu'on peut dire de ces études sur le prix. L'aspect suivant, autour des questions de rendement, de qualité, de productivité,
alors, je pensais avoir un peu écourté cette diapositive-là. Ça n'a pas dû enregistrer. L'essentiel, c'est ce qu'on constate, c'est qu'il y a le signal prix, un prix légèrement plus élevé, même très faible, même de l'ordre de 2-3%, mène à une plus grande spécialisation des producteurs en commerce équitable dans la culture certifiée. Alors, quand je dis spécialisation, pour qu'on soit très clair, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'ils passent plus de temps sur cette production-là. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent culture monospécifique ou autre, mais du temps qu'ils ont disponible, ils en investissent plus dans cette production-là. Donc on a des situations qui sont assez variables, de producteurs extrêmement spécialisés en café, type production de café en Colombie, qui le deviennent encore plus, et puis des producteurs pas du tout spécialisés, comme on peut en trouver en Éthiopie, où la production de café est une parmi d'autres, mais qui quand même, malgré tout, investissent plus de temps disponible dans cette production-là. Voilà l'essentiel de ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Des investissements dans l'outil de production. Ça, c'est en effet très clair du commerce équitable, qui est très souvent associé à la prime, mais investissement qui prend des formes très variées. Ça peut être la liste que je mets là, formation, des paiements de certification, des crédits pour les entrants, des services divers, assistance technique, paiement de choses diverses et variées, aussi de la transformation, y compris parfois à des niveaux industriels. C'est des investissements qui sont souvent liés à la prime, mais pas que, et qui peut à la fois être des outils de production du capital productif collectif au niveau de la coopérative, ou alors individuel. Typiquement, pour vous donner l'exemple sur du café qu'on trouve beaucoup en Amérique latine, ça va être des petits tunnels de séchage du café assez basique, mais ça peut être aussi une usine de production de sucre de canne ou des choses comme ça. Voilà, et donc aspect qui est très lié à ce que je mentionnais avant, qui est cette spécialisation. Donc c'est vraiment devenir plus professionnel, plus formé, plus équipé par rapport à la production qui est commercialisée en commerce équitable. Sur les revenus des producteurs familiaux, tout d'abord, c'est la petite note en dessous du titre, un bémol sur la méthodologie. Les études comparent des choses qui ne sont pas forcément comparables, avec des outils de mesure qui sont divers et variés. Donc on n'a pas une revue donne pas des outils très précis pour pouvoir conclure précisément sur ce sujet-là, mais malgré tout, ça montre des résultats mitigés, avec nombreux exemples d'augmentation significative de revenus, mais aussi de nombreux exemples d'augmentation insuffisante, voire inexistante. Donc voilà, toutes les situations ont été documentées. Un point intéressant, c'est qu'il y a souvent une augmentation corrélée dans le temps, corrélée avec le temps depuis l'entrée des producteurs dans des relations de commerce équitable. Donc une augmentation qui se fait graduelle, et donc vraiment quelque chose qui, même si une étude ne le mesure pas à un temps T, il y a des choses qui se passent sur un temps plus long qu'on n'arrive pas très bien à capturer à l'heure actuelle. Et donc au global, un effet du commerce équitable sur la revenu qui est variable, souvent modeste et faible par rapport aux enjeux. Et donc ça rejoint ce que Christophe présentait précédemment. Je ne vais pas passer cet aspect-là. Je pense avoir revu ma présentation, l'avoir raccourci, mais c'est pas la bonne version que j'ai téléchargée. Un point important sur des revenus pour les travailleurs des plantations. Alors, plantation en commerce équitable, il s'agit de 3 choses essentiellement. C'est des plantations de bananes, et là beaucoup en Amérique latine, des plantations de thé, là beaucoup en Asie,
et puis des plantations de fleurs, Afrique et Amérique latine. Le salaire, ce dont il a été tenu compte pour l'évaluation des revenus des travailleurs sont le salaire, mais aussi d'éventuels avantages en nature. Et il y en a beaucoup. La conclusion, c'est que les salaires sont supérieurs au minimum, mais égaux ou inférieurs aux situations hors commerce équitable. Et dans tous les cas, bien en dessous de ce qu'on pourrait appeler un minimum vital. Et ça, c'est vraiment dans tous les cas de situation, quasiment tout a été étudié sur ces filières-là. Dans le secteur de la banane, qui est peut-être le plus important en commerce équitable, l'écart entre les salaires réels et le salaire décent est en partie compensé par de nombreux avantages en nature qui proviennent de la prime. Donc beaucoup d'exemples de assurance santé, paniers alimentaires qui sont distribués toutes les semaines, des choses comme ça. Mais voilà, qui ne suffit pas à arriver à un niveau de salaire décent. La seule exception notable là-dessus, c'est la Colombie, où les salaires du secteur bananier, mais là, commerce équitable et non commerce équitable, peuvent être considérés comme des salaires décents. Mais là-dessus, voilà, comme c'est commerce équitable et non commerce équitable, la source est ailleurs. Et c'est à la fois une bonne santé économique du secteur et une représentation syndicale efficace, représentation syndicale qui est aussi fait partie un peu des accords de paix en Colombie, où les propriétaires terriens des plantations et les travailleurs représentants syndicaux étaient deux parties opposées pendant le conflit interne, et les accords de paix ont impliqué, que ce soit dit ou pas, mais en tout cas un partage de la richesse créée par ce secteur bananier. Donc des négociations salariales qui ont pu aboutir à des choses qui étaient satisfaisantes pour les travailleurs. Ça n'est pas un effet du commerce équitable, ceci dit, c'est une leçon intéressante de comment est-ce qu'on arrive à des salaires décents dans ce secteur-là. Je ne vais pas couvrir la question du travail décent, c'est un peu trop complexe à aborder en un temps court, ni du développement communautaire. Le renforcement des organisations, c'est là aussi un effet assez clair du commerce équitable, positif, qui renforce la légitimité et le fonctionnement démocratique, même s'il y a certains bémols là-dessus. Un effet qui globalement consolide les organisations, mais aussi parce que beaucoup des outils du commerce équitable se concentrent là-dessus. Enfin voilà, les audits, les standards, les prix minimums, tous ces outils-là s'adressent d'abord aux organisations de producteurs qui transmettent. Donc c'est peut-être pas anodin que ce soit un des effets principaux. Renforcement des organisations, c'est très clair sur les organisations de producteurs. Dans le cas des plantations, c'est-à-dire les entreprises qui possèdent et qui gèrent ces plantations, il y a à l'heure actuelle, à ma connaissance, zéro information sur cet aspect-là. Du point de vue économique ou du point de vue autre, ça reste un peu pour l'instant une boîte noire sur laquelle on n'a pas de données. Sur l'environnement, le premier point est le point essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien documenté les effets du commerce équitable. Il y a un effet certain d'association entre commerce équitable et agriculture biologique, en particulier parce qu'il y a un prix différencié sur le prix minimum différencié sur les produits bio qui permet à la fois une meilleure rémunération et un positionnement aux organisations de producteurs qui utilisent au mieux les forces de leur système de production. Mais malgré tout, il y a aussi pas d'effet, on manque total d'effet sur certaines pratiques négatives en termes de biodiversité, notamment les monocultures, sur lesquelles voilà, certaines organisations de producteurs arrivent bien à se positionner sur des systèmes diversifiés en bio et commerce équitable, mais c'est plus ça les protège, on va dire, plus que ça les incite à aller dans cette direction-là. Ça protège celles qui sont déjà dans cette position-là.
Voilà ce qui est vraiment l'aspect les plus importants sur ce sujet-là. Sur l'aspect genre, il n'y a pas globalement d'impact du commerce équitable sur la question d'égalité homme-femme. Il y a beaucoup de mise en avant de cette question-là, mais il n'y a rien de démontré, sauf quelques situations dans l'artisanat et peut-être les pratiques un peu plus historiques du commerce équitable. Mais à part dans certains cas, le commerce équitable, en particulier la question de la prime, peut faciliter ce qu'on appelle dans les études de genre la prise en compte des intérêts pratiques des femmes. Intérêts pratiques, pour vous donner une illustration, c'est la machine à laver. Ça fait beaucoup de temps à énormément de femmes dans le monde, dans leur vie. Ça n'a pas changé les rapports de force entre les hommes et les femmes. Donc voilà, les intérêts pratiques des femmes peuvent être pas satisfaits, en tout cas certains peuvent être améliorés, mais rien de fondamental ou de stratégique à l'heure actuelle. Un point important, et ça va être un de mes derniers points. Oui. Va falloir qu'on arrête si on veut pouvoir échanger un tout petit peu. D'accord. Alors, je vais passer là-dessus parce que Christophe l'a en partie couvert. Juste une chose que je voulais dire, Christophe l'a mentionné sur la répartition de la valeur sur les filières. Il y a une contribution du commerce équitable à un peu rééquilibrer cette répartition. Sur la question de l'équité au niveau d'un territoire, il y a des vraies questions autour de la participation, les bénéfices que peuvent en retirer, en particulier les travailleurs des agriculteurs familiaux, qui à l'heure actuelle ne font pas du tout partie des bénéficiaires du commerce équitable, et puis des gens des autres catégories qui sont exclus des filières de commerce équitable parce que n'ayant pas assez de terres, n'ayant pas assez d'accès à des savoir-faire, des choses comme ça. Ça a été très bien documenté depuis longtemps, et ça ne devrait plus rester un angle mort. En tout cas, il y a des vraies questions éthiques qui se posent là-dessus. Et puis, dernier point, mais qui est vraiment conclu sur les deux présentations précédentes, sur le peu d'informations venant d'études d'impact sur la question du changement des pratiques commerciales, mais que globalement, ce qu'on constate, malgré le peu d'informations, c'est qu'il n'y a pas de changement des pratiques. Il n'y a pas de changement des fonctionnements des marchés et des filières et des fonctionnements des acheteurs dus au commerce équitable. Voilà.